Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va pas faire de soudure, on va pas faire de grands travaux. On va plutôt se pencher sur la suite du chantier. Et il y a quelques réflexions que j'aimerais avoir, enfin des trucs auxquels je pense avant de continuer et que j'aimerais partager avec vous. Comme vous l'avez vu, alors je vais baisser la caméra pour avoir la vue sur le plan de travail. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes jusqu'à celle qui a été publiée hier, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a démonté entièrement la transmission, enfin le châssis, la transmission de cette BB300 de chez Rocco, la caisse de la BB300. C'est une descendante dérivée des BB Midi, enfin sur le principe, puisque celle-ci était initialement pour le Paris-Orléans. Donc on a remonté toute la transmission, lubrifié, remis en fait complètement à neuf, refait un rodage, parce qu'évidemment la transmission du coup est de nouveau comme neuve. On a entièrement recablé, on a mis une plaquette de digitalisation ici et un décodeur ici. Donc la machine, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, fonctionne maintenant sur un réseau alimenté en digital. La question maintenant, c'est ce que j'avais évoqué à la fin de la vidéo précédente, à savoir la question de l'éclairage. Donc jusqu'à présent, ce type de machine est équipé d'office, enfin était, parce qu'elles ne sont plus produites, d'ampoules 12 volts, d'ampoules à filament comme ceci, qui marchaient très bien pour l'époque, mais qui ont quand même un défaut, c'est que ça consomme pas mal de courant. Et puis, ça a tendance, mine de rien, à développer un peu de chaleur. Donc les ampoules étaient logées dans ces logements-ci, alimentées à la fois par le châssis qui faisait commun, et puis une petite diode qui permettait de l'allumer que d'un côté selon le sens de la marche. Alors systématiquement maintenant je supprime les ampoules parce que l'éclairage par LED est d'une part plus convaincant et d'autre part moins consommateur en courant. Et permet éventuellement de faire des montages sur des machines, par exemple celle-ci, qui a des B8100, des livret béton de chez Rocco aussi, elle a le même châssis. Je pourrais mettre, enfin les bogies ne correspondent pas, mais je pourrais mettre la même, enfin si c'est les mêmes. Je pourrais mettre la caisse dessus, ça marcherait. Mais celle-ci, par exemple, elle a non seulement les feux blancs, ici, mais elle a aussi les feux rouges. Donc on peut prévoir un éclairage particulier pour ceci. Tiens, quand je vous dis que c'est la même, je vous mets son châssis ici, vous voyez, c'est rigoureusement la même chose. Alors, donc la réflexion sur ma BB300, c'est qu'est-ce que je fais pour l'éclairage. Alors, il y a une chose à savoir. Contrairement à ce que laissent entendre les arguments des fabricants qui vous montrent que toutes les machines s'éclairent dans le sens de la marche, on peut avoir inversion des feux blancs, des feux rouges, enfin tout l'argumentaire commercial et pas auquel vous êtes habitué. En fait, ça repose sur pas grand-chose parce que, en tout cas, en France, pour ce qui concerne cette machine SNCF, l'allumage des feux blancs à l'avant n'était absolument pas obligatoire jusqu'en juillet 1989. On allumait les feux blancs que quand il y avait une nécessité, c'est-à-dire conditions météo dégradées, ou bien quand la ligne sur laquelle devait circuler le train comportait des tunnels, etc., et que donc il fallait envisager une signalisation d'avant. Jusque-là, ce n'était pas obligatoire. Cette machine étant une machine déjà ancienne, qui, à mon avis, n'a pas beaucoup dû circuler jusqu'en 1989, en tout cas, celle qui restait en service était affectée à la remonte des rames voyageurs à Austerlitz, par exemple, ou dans les grandes gares du réseau, et donc ne circulait plus en ligne. Donc, on pourrait se dire, finalement, je peux laisser cette machine sans feu blanc, puisqu'il n'y a rien qui m'oblige à les allumer. En tout cas pour la période à laquelle cette machine a circulé. C'est une possibilité. Euh, on peut aussi vouloir les mettre. C'est un choix, mais en aucun cas c'est une obligation. J'ai plusieurs de mes machines sur le même principe déjà refaites, qui n'ont pas d'éclairage du tout. Vous allez me dire, ah oui, mais alors pourquoi elle n'a pas les rouges?
Simplement parce que mes machines sont destinées à circuler en tête d'une rame et que si la machine est en tête d'une rame, il n'y a aucune raison qu'elle ait les rouges à l'arrière. Puisque à ce moment-là, c'est la dernière, le dernier véhicule tracté qui a les feux rouges et pas la machine elle-même. Une machine qui a des feux rouges alors qu'elle tracte une rame, c'est complètement absurde, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que certaines de mes machines qui ne sont pas destinées à circuler de nuit n'ont pas de feu. Maintenant, on peut se dire, puisque celle-ci est un exemple qui se veut pédagogique, hein, puisque ça répond à une demande d'explication, on peut très bien se dire, oui, mais alors pour celle-ci, quand même, sur cet exemple-là, on veut pouvoir mettre des feux. Ou en tout cas, on voudrait bien que tu nous montres comment on peut mettre des feux. D'accord, j'entends bien. Juste, j'ai deux solutions pour ce faire et j'ai pas encore décidé laquelle j'allais retenir. Je vous explique. Alors ici, j'ai la caisse de ma machine, sur laquelle vous voyez que Rocco a prévu ici et là des feux. Comment est-ce que ça fonctionne sur la machine quand elle est neuve? Eh bien, de la façon suivante. Vous avez ici, alors il aurait fallu que je le mette avant de remonter la cabine, mais bref, vous avez ici une bande en plastique, une pièce en plastique qui vient, je vais vous mettre dans le bon sens, qui vient s'insérer ici sous l'ampoule et qui fait le tour et qui passe là sous la cabine de conduite. Cette bande prend la lumière de l'ampoule ici et la diffuse là vers le feu de droite et là vers le feu de gauche. Les deux éléments que je viens de vous montrer correspondant, je ne sais pas si c'est très facile de montrer ça, correspondant dans la cabine aux feux qui sont prépercés là. Vous voyez, ça vient juste en face. Et donc c'est ce qui fait que les feux s'allument quand la machine fonctionne. Donc une possibilité est de réutiliser cette pièce en plastique, de la remettre à sa place, et au lieu de l'éclairer par une ampoule, ce serait de l'éclairer avec une LED. Alors une LED, je dois en avoir une ici, je peux vous montrer. Bon, ça c'est une boîte de LED pas chère que j'avais acheté un jour sur un grand site, je ne sais même plus si c'était Amazon ou AliExpress, c'est plus pour faire des essais qu'autre chose, mais enfin, pour aujourd'hui, ça nous conviendra très bien. Je vais probablement pas utiliser ça comme LED, parce que ça c'est un blanc qui est un blanc froid, et on préfère pour ce type d'utilisation avoir un blanc chaud. Donc je peux, un blanc chaud qui se rapproche donc plus de la lumière naturelle, qu'un blanc froid qui est un blanc qui se rapproche plus par exemple de la lumière d'un néon, hein, qui est une lumière très froide. Donc on peut se dire, je mets ma LED ici à la place de l'ampoule, voilà, et j'éclaire ainsi ma bande en plastique comme le faisait l'ampoule précédemment. C'est une possibilité, il faudra juste, si on fait ça, il faudra juste qu'on veille à ce que les deux anodes et cathodes de la LED soient bien isolés pour ne pas toucher le châssis qui lui est métallique. Sinon, court-circuit et arrêt intempestif de la machine. Donc ça c'est une possibilité. C'est une possibilité qui présente l'avantage de demander le moins de modifications en fait sur notre machine. Une autre possibilité serait donc de remplacer les optiques qui sont ici telles qu'elles ont été construites, enfin telles qu'elles ont été assemblées par Rocco dans la machine, donc de supprimer ces petits conduits de lumière. Normalement ils sont juste insérés, donc on peut les sortir, et de les remplacer par des LED canons. Alors des LED canons, je vais vous montrer, j'aurais dû les préparer, je vais aller les chercher, j'arrive. Ok, alors je me suis bien fait avoir parce que je pensais avoir filmé le démontage de la caisse et en fait non, le rush n'est pas sur le téléphone. Donc voilà, j'ai donné plein d'explications très intéressantes et très intelligentes, mais elles n'ont pas été enregistrées. Donc ben, tant pis, on fera ça. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé pendant que ça filmait pas? Ben, simplement, j'ai démonté
de la caisse tous les accessoires qui pouvaient s'y trouver pour ne plus avoir que la caisse nue, pour ne plus avoir qu'une seule pièce. La caisse en plastique moulé, j'ai enlevé tous les accessoires qu'il y avait sur le toit, les panteaux, les isolateurs, la ligne de toiture. J'ai enlevé aussi, parce qu'à un moment j'ai eu besoin de l'enlever, ça y est, je trouve plus mes mots. Ah, c'est pas grave. Le petit couvre-lucarne qui est là, il y a un nom pour ça, mais là il m'échappe. J'ai enlevé les conduits de lumière qui étaient ici, parce que je vais devoir faire à un moment des travaux de peinture sur la caisse, et je ne veux pas que les pièces qui sont pas censées être peintes en verte le soient. Donc là en fait ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reboucher le trou ici. Je vais vous montrer comment je pratique, c'est pas compliqué. Et du coup on fera ça dans une seule et même vidéo, parce que sinon j'avais pensé faire en 2 épisodes, mais là finalement ça va faire un seul épisode et ça va être très bien comme ça. Voilà, alors je vous montre tout de suite comment on fait. J'ai ici dans ma caisse une caisse dans laquelle je mets tout ce qui est le matériel, comment dire, les profilés, les trucs comme ça. C'est une caisse un peu une caisse à brol, mais c'est du brol spécialisé. C'est le brol plastique pour ce genre de travaux. Et alors j'ai normalement quelque part, voilà, je pense que c'est cela. C'est du tube. Non, ça c'est du tube. Et c'est pas le tube que je veux, c'est le plein. Voilà. Donc, il y en a un qui est creux. Celui-ci est creux, celui-là est plein. Moi je veux le plein. Donc c'est de la barre de 1/8 de pouce. Ah oui, parce que c'est toujours en mesure, dans leur mesure impériale ridicule. Ce qui correspond à un diamètre de 3,3 mm. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un morceau de cette barre, on va l'insérer ici dans le trou, c'est quasiment le même diamètre. Et c'est ça qui va nous servir à boucher le trou. Donc là le trou il fait, c'est rien, c'est le couvercle de la plaque qui tombe, il fait 3 mm, ma barre fait 3,3, donc il faut que j'en enlève un petit peu. Et pour faire ça, je vais prendre un morceau de papier de verre ou de toile émery. Je vais regarder ce que j'ai et puis on va faire comme pour tailler un crayon, hein. On va le faire tourner comme ça dans du papier de verre pour l'amincir très légèrement. Je prends ça et je vous retrouve tout de suite. Je vérifie si ça tourne pour ne pas me faire avoir une deuxième fois. Oui, a priori c'est bon. Donc 600. C'est du papier de verre très fin, 600. C'est du papier de verre de carrossier en fait, qu'on utilise aussi bien pour travailler à l'eau ou travailler à sec. Ici ça va être à sec, parce que j'ai pas besoin d'avoir une telle finesse qui nécessite de travailler à l'eau. Puis sur du plastique c'est pas un gros problème en fait. Je pense que ce serait plutôt si je faisais du vrai travail de carrossier sur du métal ou sur la plus grande surface. Pour ce que je veux faire ici, j'ai pas besoin d'avoir un résultat absolument parfait. Ce qui m'importe, c'est que le bout ici fasse propre après sur le dessus. Donc je vais, comme je vous disais, faire un peu de taille-crayon. C'est-à-dire que je fais tourner mon plastique, vous voyez, ça en enlève un petit peu. Je fais tourner mon plastique dans le papier pour l'amincir doucement jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans l'ouverture qui est là pour boucher. Et donc tant que ça entre pas directement, c'est que c'est pas bon. Ah, on n'est pas loin, il manque pas grand chose, hein. Encore un petit peu.
Alors, vous allez dire, ouais, pourquoi tu t'embêtes, ça se voit pas. Ben oui, je sais, mais enfin, si, ça se voit. Moi, je ne verrai que ça. Je verrai que j'ai une belle loco qui marche vachement bien, qui a été entièrement révisée sur le plan mécanique, ah, qui éventuellement a été un peu patinée, encore que celle-là, contrairement à celle que je vous montrais dans l'exemple qui n'a pas été filmé, à savoir celle-ci, c'est la même. Celle-là, elle va rester vert propre. Celle-là, elle est en fin de carrière. C'est la 317, elle est en fin de carrière. Elle a déjà beaucoup roulé, elle est passablement délavée par le soleil et les intempéries. Il faut encore que je fasse les bogies qui sont trop propres. Mais celle-là, elle a déjà quelques kilomètres au compteur. Celle-là ici, elle sera préservée dans un état propre. Et pourquoi je fais ça? Bah, simplement parce que ça me permet d'en faire rouler une à une époque où ces machines étaient encore propres. Époque 3, années 50, hein, n'est-ce pas? Et ça me permet de faire rouler celle-ci à une époque où ces machines étaient vieilles et en fin de vie. Donc si je veux faire tracter, par exemple un jour, si j'ai envie de me faire m'amuser à faire tracter quelques voitures corail, ce sera celle-là, ce ne sera pas celle-là. Parce que quand elles étaient propres comme ça, il n'y avait pas encore de corail. Celle-là, oui, c'est possible. Enfin, je dis corail, c'est juste pour prendre un exemple, hein. Je pense que si on s'arrête à l'UIC, ce sera déjà pas mal. Je suis pas sûr qu'elles aient vraiment connu les corails en ligne, les petites BB300. Elles les ont connues quand elles étaient à la remonte dans les grandes gares, mais elles n'ont pas connu quand elles étaient en ligne. Quand on dit qu'une machine est une machine de remonte, le lanterneau, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le lanterneau. Quand on dit qu'une machine est une machine de remonte, ce sont les machines de manœuvre qui interviennent dans les grandes gares dans lesquelles arrivent les... Typiquement, par exemple, à Austerlitz, qui est une gare terminus, comme vous le savez, pour les grandes lignes en tout cas. Quand les trains de nuit arrivent à Austerlitz, on dételle la machine de tête qui les a amenés. On attend que tous les passagers soient descendus. Et ensuite, on évacue la rame de sa voie d'arrivée vers le chantier. Alors pour Austerlitz, je crois que c'est Masséna, où on va procéder au nettoyage et à la préparation de la rame pour le prochain voyage. Et donc ce trajet-là s'appelle la remonte. Et c'est effectué par une locomotive de manœuvre qui vient se placer, donc la machine de tête, on la dételle, la rame est là, et la machine de manœuvre vient se placer en queue du train et le ramène donc vers le chantier. Et après, la machine de tête, la machine de ligne qu'il a amenée peut rentrer au dépôt ou repartir sur une autre mission. Et donc c'est ce qu'on appelle la remonte. Et il y avait des machines qui étaient typiquement affectées à la remonte. Les bébés Midi 4100, 4600 ont beaucoup donné en toute fin de carrière. La plupart des photos de fin de carrière que vous trouvez de ces machines-là, c'est des machines qui étaient affectées à la remonte. Il y en a une qui a été reproduite par Rocco. Est-ce que je vais la retrouver facilement? Non, c'est pas ça. Enfin bref. Oui, c'est celle-ci. Bon, il lui manque un pantographe, hein, je l'ai prélevé pour en rhabiller une autre. D'ailleurs, il faut que je fasse attention que les pièces ne se barrent pas. Ça, c'est une machine qui est affectée à la remonte. À quoi on le voit, il y a des étiquettes ici sur les portes qui disent aux agents de manœuvre de faire attention, de ne pas rester sur les marchepieds pour ne pas risquer d'engager le gabarit. Donc ça, c'est une BB 4100, 4600, mais qui a été affectée à la remonte et qui me sert de banque de pièces pour les autres machines de cette série-là. Et donc il y a eu aussi des BB300, hein, si vous cherchez sur les sites de photos ferroviaires, vous allez trouver plein de BB300 qui ont été affectés à ces tâches ingrates. Alors, est-ce que ça va y aller? Ouais, on y est, c'est bon. Donc vous voyez, là j'ai suffisamment affiné le bout de mon plastique pour qu'il puisse boucher le trou. Le trou est bouché, je coupe. Et
pas facile, mais on y arrive. Voilà. Faut pas que je laisse trop de plastique à l'intérieur parce que sinon après ça va venir cogner sur... je veux pas que ça vienne frotter sur ma platine de digitalisation, n'est-ce pas? Donc voilà, le trou est bouché, le truc est en place, il ne bougera plus. Je vais couper ça ici grossièrement à ras. Ces petites pinces fournies avec les imprimantes 3D sont relativement merdiques, mais elles peuvent servir pour ce genre de choses. Et là, je ne suis pas content parce que je vois qu'elle n'était pas pleine, elle était creuse. Alors qu'en fait, c'était censé être une tige qui devait être pleine. Et pourquoi est-ce que j'ai un creux au milieu? J'en sais rien. Hop. Je vais peut-être reprendre plutôt cette partie-là. Ou alors je bouche au mastic. Bon, je ne vais pas m'embêter, elle est pas mal, elle est dedans. Je mettrai une petite pointe de mastic pour boucher le trou ici. Vous voyez, normalement la barre est censée être pleine, mais en la découpant, elle s'est avérée qu'il y avait peut-être une bulle à cet endroit-là. Mais c'est pas grave, je mettrai une petite goutte de mastic pour boucher ici. Ça me donnera l'occasion de vous montrer comment on se sert du mastic. Et puis, une fois que ce sera bien lissé, un petit coup de peinture par-dessus. On fera toute la toiture, hein, comme ça. Et puis, on pourra remonter la machine. Voilà, bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On reprendra ça plus tard. J'ai d'autres trucs à faire là maintenant, donc je vous souhaite une bonne journée. Je pense que cette vidéo sera mise en ligne demain matin. Demain, on est mercredi, donc vous devriez avoir ça mercredi matin. Bonne journée à tous et à toutes. Profitez du temps qui est encore agréable, et puis à très bientôt pour la suite. Ciao.